Salut, moi c'est Gaëlle, mais tout le monde m'appelle Gaga. Coach en développement personnel et praticienne en thérapie brève, je me demandais un truc. Qui a dit que le dev perso c'était pas simple? Allez, venez, on se pose et on en discute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis encore une fois ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Venez, on se pose. Malheureusement, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, mais je vais me rattraper cette semaine parce que je vais aborder un sujet qui m'a été demandé. Vraiment, je pense que ça a été le sujet qui m'a le plus été demandé depuis très longtemps, mais que j'avais pas forcément les cojones d'aborder, on va pas se mentir, hein, voilà, on se dit les choses. C'est le sujet de la rupture amoureuse. Donc, comment se remettre d'une rupture amoureuse? Honnêtement, si j'ai repoussé l'échéance, c'est que, je pense que, bah, j'étais pas forcément prête, à en parler dans le sens où j'étais, bah, j'étais encore peut-être un peu trop en plein dedans. Mais je sais que ce sujet-là, on me demande de l'aborder sur les réseaux sociaux déjà depuis un moment. Donc moi, il faut savoir que là, la rupture, en fait, dont je vais parler, c'est celle qui m'a le plus marquée dans ma vie parce que bien entendu, bon, sauf, cas exceptionnel, on vit tous plusieurs ruptures amoureuses dans sa vie, mais celle que je vais aborder aujourd'hui, en fait, c'est celle qui m'a le plus, atteinte, en fait, en gros, le qui m'a le plus touchée, qui a été la plus difficile pour moi et donc c'est une rupture que j'ai vécue, il y a un an, il y a quasiment un an à quelques jours près et je me dis, bah, que finalement, c'est peut-être, la manière de clôturer, de boucler la boucle, de vous expliquer, ben, le parcours émotionnel que j'ai traversé là depuis ces un an. Là, ce que je voulais préciser dans un premier temps, c'est quand même trigger warning. Ce que je vais vous partager, c'est vraiment mon histoire personnelle. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu autant de mal à m'exprimer sur ce sujet-là, parce que c'est quand même un sujet qui est extrêmement personnel, qui m'a demandé un travail, sur moi, extrêmement profond et malheureusement, je vais pas avoir de formule magique à vous donner dans cet épisode de podcast, de vous dire: «Ben, voilà, pour vous remettre d'une rupture amoureuse, il suffit de faire ça, ça, ça». Non, pas du tout. C'est simplement que j'ai envie de vous partager, ben, le parcours que j'ai vécu parce que je sais que je suis pas la seule à le vivre. En fait, ce qui fait que aussi, c'est que j'ai fait un post sur Instagram, il y a quelques jours, sur un petit peu, enfin, c'était un petit réel comme ça, rapide où je disais en fait, ben, quand tu passes des discussions, on va construire notre vie ensemble, on va faire des projets, on va partir en voyage, on va construire une maison, des trucs très sérieux comme ça, à ben, c'est quoi ta couleur préférée? Référence à, ben, quand tu rencontres une nouvelle personne, que tu dois faire connaissance et cetera. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident et en fait, c'est quand j'ai posté ce réel-là que j'ai eu plein, 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 plein de réactions, mais j'ai été étonnée d'avoir autant de réactions par message privé où, bah, j'ai plein de personnes qui m'ont bah, justement, qui se sont exprimées sur ce sujet-là, qui m'ont partagé les difficultés qu'ils rencontraient depuis qu'ils se retrouvent seuls et cetera et je me suis dit: «Bon voilà, là, c'est le moment d'en parler». Donc bah, écoutez, me voilà, quoi. Donc pour vous démarrer la petite histoire, je vais pas forcément rentrer non plus, trop dans le détail. En fait, en gros, je sais pas ce que je vais vous dire. Là, je vous le dis, honnêtement, j'ai absolument rien préparé. Je me suis dit que c'était un sujet qui était trop, personnel, et qu'il fallait que je porte ma voix sur ce sujet-là et j'ai absolument rien préparé. Donc je vais me laisser aller comme ça. Je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast. C'est possible qu'il soit long mais je pense que dans tous les cas, il faut prendre le temps de bien expliquer les choses donc je le ferai et si l'épisode, est un petit peu plus long que d'habitude, ben, c'est pas grave, ça sera très bien aussi. Donc pour la petite histoire, en gros, j'ai eu une séparation donc il y a un an avec une personne avec qui j'ai partagé ma vie pendant 7 ans. Et vraiment, je pense que bon, j'ai pas eu 50 000 ruptures amoureuses non plus dans ma vie, avant parce que j'ai pas, enchaîné les relations. Mais c'est vraiment la rupture qui m'a le plus, fait de mal en gros, enfin qui m'a le plus challengée, qui m'a réveillé, énormément de choses et qui m'a demandé le plus de travail. Enfin, franchement, je pense que depuis un an, j'ai fait un travail de titan sur moi, je vais pas vous le cacher. Ça a été, la descente aux enfers et là, je retrouve enfin la lumière depuis quelques mois. Donc je vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment de la séparation parce que c'est absolument pas le sujet et ça, c'est vraiment très personnel. Mais je pense que la première chose, qui a été difficile, c'est que, je dis souvent: «En fait, c'est facile de quitter un connard».
Mais de quitter une personne bienveillante et une personne qu'on aime, c'est, je pense, l'une des choses les plus difficiles qu'on puisse faire. Et là, vous allez vous dire peut-être: «Mais, attends, s'il était si bien que ça, s'il était si bienveillant, si gentil, pourquoi tu l'as quitté?» Et là, ce que je vais répondre, c'est que je pense que justement, aimer, c'est aussi, savoir laisser partir la personne quand on sait qu'on ne peut plus lui apporter, ce dont elle a besoin et vice versa. Là, ça a vraiment été la réflexion qu'on a eue dans les 2 sens. C'est juste qu'on s'aimait profondément, mais vraiment, mais simplement on se rendait compte qu'on prenait des chemins différents et on savait qu'on ne pouvait plus s'apporter le bonheur mutuel dont on avait besoin et donc naturellement, on a décidé de mettre fin à la relation. Ça me fait penser en fait à, un réel que j'avais vu passer plusieurs fois de Roman Frécinet, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, qui faisait des chroniques aussi sur l'émission Click, que je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas moi j'aime beaucoup ce qu'il partage. Et en fait, un jour, il parle justement, il a fait une petite chronique en disant: «Ben, en fait, l'amour, c'est simple, c'est vouloir le bonheur dans la vie de quelqu'un». Sauf que ce qui est compliqué, c'est que parfois, bah, ce bonheur, bah, nous, on n'est pas dedans, en fait. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Et quand j'ai vu passer cette chronique de Roman Frécinet, je me suis totalement retrouvée parce que, en fait, c'était ça, le plus horrible de tout, c'est de me dire, là, j'ai en face de moi une personne que j'aime profondément, mais je sais que, son bonheur, avec ses besoins et ce dont je pourrais, ce que je peux lui apporter, en fait, ce sera pas suffisant et donc en fait, son bonheur, moi, je ne suis pas dedans et honnêtement, alors je vais pas parler pour lui, mais je pense que c'est ce qu'il a aussi pensé à ce moment-là. En fait, on s'est dit: «Voilà, c'est une preuve d'amour finalement». Donc je vous raconte tout ça pour vous dire à quel point ça a été difficile pour moi de quitter cette situation, enfin de quitter cette relation parce que quand on quitte quelqu'un qu'on aime toujours déjà, il y a déjà rien que ça, au-delà de tout le travail et tout ce que ça va arriver derrière, je vais y venir, mais il y a déjà ça, en fait, qu'il faut accepter et c'est, enfin, en tout cas, je sais que pour moi, ça a été, mais extrêmement compliqué. Donc je vais pas vous mentir que les premiers jours, qui ont suivi la rupture, ben, c'était, franchement, c'était une catastrophe, hein. Vraiment, je faisais que pleurer, 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 pleurer. J'ai pleuré, je savais même pas que c'était possible de pleurer autant. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai eu je pense une phase de déni, mais après on va être honnête, hein, c'est clairement un deuil. C'est un deuil, le deuil, c'est pas que quand quelqu'un décède, hein, c'est aussi, quand on met fin à une relation et là, j'ai vraiment passé toutes les étapes du deuil et donc la première étape, ça a été le déni en mode, je me disais: «Mais c'est pas possible qu'on en soit arrivé là», alors je ne lui partageais pas forcément parce que je voulais pas l'accabler plus que ça et cetera. Alors au début, peut-être un petit peu si, j'avais besoin d'être, rassurée sur certains points, mais j'ai beaucoup gardé ça pour moi et j'étais vraiment dans le déni, en me disant: «Mais c'est pas possible en fait, on s'aime, on est quand même, bon, on n'est pas ultra heureux ensemble si on en arrive à cette situation, mais malgré tout, on a des moments de bonheur». Donc je me disais: «Mais en fait, il y a forcément un moyen, quand 2 personnes s'aiment, de faire en sorte que ça fonctionne, en fait». Et j'étais clairement dans le déni parce que, ben, alors, une fois de plus, c'est mon avis personnel, mais parfois l'amour ne suffit pas toujours. Malheureusement, on peut s'aimer très fort, mais malgré tout, on n'a pas envie des mêmes choses dans la vie et du coup, malgré on peut s'aimer le plus fort possible, ça va pas forcément suffire, à se rendre heureux, tout simplement. Et en fait, après ces quelques jours, je pense que enfin, je sais pas si c'est une erreur que j'ai fait. De toute façon, je me dis: «Si j'ai fait comme ça à ce moment-là, c'est que c'était ce que je pouvais faire. Je pouvais pas faire autrement». En fait, on agit toujours aussi en fonction des outils qu'on a à l'instant T et moi, en fait, j'ai agi, je me suis mise en mode robot et franchement, je pense qu'au bout de, ouais, 3-4 jours maximum, j'ai agi en mode robot, en mode: «Bon, bah, voilà, maintenant, OK, on s'est séparés, qu'est-ce qu'on fait? L'appartement, le truc», parce qu'on avait acheté un appartement ensemble en plus. Donc est-ce qu'on met en vente? Est-ce que tu reprends l'appartement? Est-ce que je reprends? Est-ce que si? Machin, enfin tous les trucs, inhérents du coup qui, en plus, se rajoutent à gérer. Donc du coup, j'ai pris les devants et je me suis vraiment mise en mode robot, en mode: «OK, maintenant c'est acté, il faut avancer». Tu peux pas rester là sur place comme ça en tangente et cetera. Il faut que la situation elle bouge. Si tu as pris cette décision, c'est pas pour stagner, encore dans un état comme ça, donc il faut avancer. Et là, je me suis complètement fermée. J'ai contacté les agences IMO. En fait, je faisais tout machinalement. Je saurais pas comment vous expliquer.
Mais en fait, je me levais le matin, j'étais un robot. Vraiment, je vivais machinalement, je réfléchissais plus, j'avais plus d'émotions. Je faisais les choses parce qu'il fallait les faire, je mangeais parce qu'il fallait manger, j'allais au sport parce qu'il fallait aller au sport, je travaillais parce qu'il fallait travailler et voilà. Enfin, vraiment, c'était, je suis devenue, je suis devenue très, très froide, très, je me suis enfin, je sais pas, j'ai eu cette réaction où je pense que c'était ma façon de me protéger à l'instant T et en fait, c'était tellement difficile que pour moi d'affronter tout ça que, je me suis fermée et j'ai pris la fuite. Donc du coup, j'ai beaucoup voyagé à cette période-là, en fait. Le temps que l'appartement ait été mis en vente, et cetera, bah, on était en tangente parce que moi, je pouvais pas prendre d'appartement tant que je n'avais pas vendu l'ancien et lui, c'était pareil. Donc on était en coloc, en gros. Ça se passait bien, hein, entre nous, ça se passait bien. Il y a jamais eu de drama, de dispute ou quoi que ce soit. Vraiment, il y avait aucun souci. Mais c'est simplement que pour moi, c'était beaucoup trop lourd de rester, en fait, dans un schéma comme si on était encore en couple. En fait, on vit toujours ensemble, on continue à cuisiner ensemble, à se faire à manger ensemble le soir, à regarder un film ensemble le soir, alors qu'on n'est plus ensemble et ça, moi, j'ai pas du tout réussi à le gérer donc j'ai fui, clairement. Donc j'ai beaucoup voyagé, je suis partie, je suis allée voir des amis. Moi, j'ai des amis un peu partout dans la France, donc je suis partie chez des amis. Et en fait, je revenais un jour, 2 jours et je repartais. Je suis partie à Chypre pendant quelques semaines avec des amis. Enfin, j'ai fait que ça. En fait, de tout mon été, j'ai fait que de partir, de voyager et franchement, je regrette pas de l'avoir fait parce que, encore une fois, je pense que c'était ma façon à moi de gérer mon truc, à l'instant T et je vais y venir après, en fait, de dire il y a une part de moi qui regrette d'avoir fait ça parce que, un peu plus tard dans les mois qui ont suivi, je l'ai payé, émotionnellement, je veux dire. Mais en tout cas, à l'instant T, c'est ce que j'ai fait et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien parce que, en fait, pour moi, dans une rupture amoureuse, il y a plusieurs phases. Donc il y a la première phase, en fait, déjà du deuil de la relation en elle-même. Le deuil de la personne, en fait, de se dire: «Ben, voilà, il y a le manque de la personne à gérer, il y a les habitudes aussi qu'on avait mis en place». En fait, pour moi, toute ma vie entière était remise en question. Ça peut paraître fort comme ça, mais moi, ma vie était construite autour de mon couple. Mes projets étaient construits autour de mon couple, même mon pourquoi en fait, mon pourquoi professionnel parce que moi je suis entrepreneur et donc j'ai pas ce truc de dire: «Bon, bah, même si ça va pas, je vais au boulot le matin et puis je suis quand même payée» ou j'ai besoin en fait d'avoir un pourquoi quand dans les moments difficiles de développer mon activité et cetera et là même mon pourquoi par rapport à mon activité a été, ébranlé parce que moi, je faisais pas les choses que pour mon couple, mais ça faisait une grande partie de mon pourquoi, en fait. Moi, ma façon de travailler, ce choix de vie que j'ai fait d'être entrepreneur, c'était non seulement pour moi, mais c'était aussi, ben, pour, réaliser des projets de couple, pour pouvoir, faire des choses ensemble, voyager, investir de l'argent dans, de l'immobilier ensemble, enfin, pour moi, en tout cas, toute ma vie était construite autour de mon couple et je pense honnêtement que quand on est en couple, en tout cas quand on est en couple dans une longue relation, ça va aussi avec une réelle construction identitaire et c'est pour ça que ça fait tellement mal en fait, parce que on se rend pas compte, mais c'est extrêmement profond quand on partage vraiment sa vie avec quelqu'un qu'on aime, du plus profond de son cœur. On met en place des habitudes, c'est ça en fait, on construit clairement une partie de son identité autour de cette personne-là et ça, c'est indéniable. Puisque forcément, on regarde ensemble dans la même direction, donc on fait des projets de vie ensemble. Alors bien sûr, on peut chacun avoir des projets de son côté et cetera, mais malgré tout, dans la globalité des choses, on fait sa vie ensemble et donc on projette son futur ensemble et là, en fait, pour moi, c'est mon château de cartes qui s'est complètement écroulé parce que du coup, je me levais le matin et je savais même plus pourquoi, en fait. Je me disais: «Mais pourquoi je fais les choses? Pourquoi je me lève? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je travaille? Pourquoi je développe mon business?» Pourquoi en fait, j'arrivais plus à je me suis complètement perdue dans le sens où je n'arrivais plus à faire les choses pour moi, puisque j'avais tellement eu l'habitude de les faire dans mon couple et je m'en rendais même pas compte, en fait et là, du coup, c'est une espèce de blessure inconsciente qui s'est réveillée dans le conscient, où je me suis dit: «Mais what the fuck?» En fait, quel est le sens de ma vie, en fait? Pourquoi je me lève? Ouais, c'est ça, c'est vraiment la question que je me posais tous les jours: «Pourquoi je me lève le matin?» Et c'est fort, hein, ce que je vous partage là, c'est dur. Même moi, quand je vous le dis, je me dis: «Puis c'est fou, quoi».
et hem et donc du coup, comme je disais, bah, j'ai fui en fait, hein, j'ai clairement fui mes responsabilités. Je suis partie à l'étranger. À ce moment-là, l'appartement a été, vendu en fait, parce que lui gérait les visites, pendant que j'étais pas là. On avait Comme je vous le dis, en fait, on avait vraiment une bonne entente, donc ça, je vais pas vous cacher que ça facilite quand même les choses. Enfin, ça les facilite, mais ça les aide pas non plus. Parce qu'en fait, comme on s'entendait extrêmement bien, enfin, pour vous dire, on prenait encore l'apéro ensemble, on buvait une bière ensemble, on discutait, enfin, comme, on a toujours fait, parce qu'on était au-delà d'être, ensemble en amour, on était aussi amis, on était un peu tout. Le fait d'avoir une entente, comme ça, d'un côté, c'est bien parce que ça facilite les choses, dans la séparation, parce que si on se met des bâtons dans les roues par-dessus le marché, ben, c'est sûr que ça aide pas. Mais de l'autre côté, en fait, moi, ça m'a, pas aidée dans le sens où j'ai eu beaucoup de mal à me détacher du coup de lui, et ça m'a pris vraiment, plusieurs mois. Où vraiment j'étais en dents de scie. Il y avait un jour, je me levais le matin, je me disais: «Non mais je suis sûre de ma décision, je sais que dans tous les cas, c'est la meilleure décision, que ce soit pour lui comme pour moi. Je sais que la vie qu'on a ne me convient plus, que je ne suis pas heureuse dedans. Je sais que, quel serait mon futur si je continue à me projeter avec lui et je sais que du coup ça ne me convient pas et donc il faut que je reste sur ma décision». Et le lendemain matin ou même, même dans la même journée, je pouvais, peut-être 2 heures plus tard dire: «Non mais en fait je regrette, c'est la pire décision que j'ai pu faire, il est génial, il m'a énormément soutenu, il m'a énormément apporté». Et en fait, j'étais en dents de scie comme ça pendant des mois et je peux vous dire que niveau énergie, ça m'a vidé complètement de mon énergie. C'était, ouais, c'était vraiment énergivore de se en fait, je me suis battue contre moi-même et contre mes pensées, contre, mon entre mon cœur et ma tête pendant des mois et ça a été, un travail, de franchement, bah, mes amis proches le savent parce que heureusement, j'ai été très bien entourée à ce moment-là et donc j'étais en boucle, en fait, j'étais en boucle, je c'était vraiment, un coup ça va, un coup ça va pas et puis là ça va moyen et là ça va super bien et là je suis de nouveau au fond du trou et de toute façon je vais jamais m'en remettre. Enfin, en vrai, je voyais vraiment plus d'issue. Je me suis dit: «Je vais jamais m'en sortir de cette situation» et j'étais convaincue de ça. Ce qui a été, extrêmement difficile aussi, c'est que, le fait de quitter cette relation, en fait, c'est, une relation que j'ai eue avec une personne qui m'a énormément apporté dans ma vie et honnêtement, je pense sans qui je n'en serais pas là aujourd'hui. Même si oui, tout dépend toutes les décisions que j'ai prises, c'est moi qui les ai prises et que j'ai ma force de caractère de base. C'est une personne qui m'a, énormément aidée à évoluer, qui m'a enlevé des croyances limitantes que j'avais aussi sur les hommes, parce que j'avais une très mauvaise image des hommes, suite à la relation, j'ai une relation, ouais, avec mon père qui est vraiment particulière et donc toujours eu, une mauvaise image des hommes en général et en fait, lui, il m'a aidée à croire à nouveau, que les hommes n'étaient pas tous mauvais. Il m'a aidée à croire en moi aussi parce qu'il m'a toujours énormément soutenue à tous les niveaux. Il m'a soutenue énormément quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, alors que lui, c'est pas du tout un entrepreneur. Mais il a été là, en fait, il a toujours été d'un soutien sans faille et donc j'avais le sentiment de perdre, je le disais en plus à ce moment-là quand je doutais, je perds un pilier de ma vie. Et en fait, bah, le fait qu'il m'ait apporté tout ça, alors moi je vois tout ce que lui il m'a apporté, on a toujours du mal à voir ce que nous on a apporté à l'autre. Donc je sais aussi que moi je lui ai apporté énormément de choses et ça il me l'avait partagé aussi et ça m'avait fait du bien de l'entendre. Mais moi en tout cas, je voyais vraiment tout ce que lui m'avait donné et je me disais: «Mais, en fait, c'est comme si c'était mon phare dans la nuit» et je me disais: «Mais là mon phare il est éteint et comment je vais faire pour avancer toute seule en fait?» C'est, vraiment ce sentiment de perdre, un élément fondamental de ma vie et je me disais: «Mais je ne peux pas vivre dans une vie où il n'est pas là». C'est encore une fois très fort ce que je vous partage, mais c'est vraiment la sensation que j'avais et si je vous dis tout ça, en fait, si je rentre dans le détail de ce que je ressentais comme ça, c'est vraiment pour vous faire comprendre que, je sais ce que c'est. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent. Forcément, s'il y a des personnes ici qui écoutent ce podcast, c'est que, ben, elles sont en train de vivre une rupture ou qu'elles en ont vécu une et qu'elles ont du mal à s'en sortir et qu'elles sont en souffrance et quand on est comme ça, on a tendance à souvent tendance à penser que personne ne nous comprend, que la douleur, elle est tellement forte que, qu'on n'est pas entendu. Mais vraiment, sachez que s'il y a des personnes là qui m'écoutent, qui sont en train de vivre, ce que je raconte, vous êtes entendus. Vraiment, sachez-le, vous êtes entendus, vous n'êtes pas seuls et on se comprend.
Vraiment, on se comprend, je sais ce que c'est, je pour l'avoir vécu il y a quelques mois, donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais préciser. Pour vous dire comment j'ai réussi à me sortir de ces doutes-là, de ça, en fait, je pense que la question que je me posais à chaque fois quand j'avais un doute et que je me disais: «Non, mais en fait, il faut que tu reviennes vers lui», alors que je ne l'ai jamais fait, hein, je suis jamais revenue vers lui en lui disant que je regrettais ou ce genre de choses. J'ai vraiment fait ce travail, moi et je voulais pas lui, parce que lui, il avait sa rupture à gérer aussi de son côté. Donc moi, je voulais pas arriver en mode: «Ah mais en fait, je regrette et puis en fait, non» et puis machin. J'ai vraiment, eu beaucoup de respect, pour lui et donc j'ai pas voulu lui infliger aussi mes doutes et cetera, donc je les ai gardés pour moi et en fait, à chaque fois que j'avais un doute, je me projetais dans le futur avec lui et en fait, lui, je sais comment il est, enfin, je sais que comment il était, en tout cas, à ce moment-là, quelles étaient ses envies de vie, comment notre vie se déroulait depuis 7 ans. Et je me disais: «Mais en fait, je sais comment sera ma vie si je me projette avec lui là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ma vie, elle sera comme ça. Est-ce que je suis OK avec ça?» La réponse était non systématiquement. La réponse était non. C'était je ne voulais pas de cette vie-là. Moi, je sais que voilà, je suis particulière, j'aime, voyager, j'aime bouger, je veux pas forcément d'enfants, enfin, je suis quelqu'un d'assez extraverti, qui aime sortir, qui aime bouger, qui a besoin de tout le temps de nouveautés parce que sinon je me lasse, alors que lui, c'est totalement l'opposé, en fait. C'est quelqu'un qui est assez casanier, qui a des petites habitudes, qui, bah, forcément qui est dans son travail donc avec des horaires de bureau donc le week-end, ben, forcément, fatigué de la semaine et cetera. Enfin, je suis pas en train de raconter ça pour faire des reproches, c'est juste pour expliquer un constat. On était vraiment sur 2 vies qui commençaient à être radicalement opposées et pour allier les 2, ça devenait vraiment, enfin pour moi en tout cas, c'était plus possible. Et donc quand je me projetais dans le futur en me disant: «Voilà ma vie, ça sera ça», en gros, hein, on va extrapoler, mais ça aurait été, le schéma classique, hein, maison, peut-être, enfant, chien, et voilà. Moi en tout cas, c'est pas la vie que je veux. Je dis pas que je ne voudrais jamais de cette vie, ça j'en sais rien. Mais je sais que là, à l'heure actuelle, c'est pas la vie que je veux. Moi, j'ai envie de voyager un maximum, j'ai envie de bouger, j'ai besoin de bouger tout le temps et au-delà d'acheter une maison ou quoi, c'est même pas ça, c'est le fait de, moi, passer des week-ends entiers devant Netflix ou d'avoir une vie un peu monotone comme ça, un peu plan-plan. Pour moi, c'est pas possible et quand je me projetais dans le futur, pour moi, en tout cas, c'était comme ça. Et d'un autre côté, quand on s'est séparés, je lui ai dit, ce que je lui «reprochais» entre guillemets, et que ça faisait partie de justement de ce que je pouvais reprocher et je lui disais: «Mais en fait, moi je suis personne pour te changer. Quand je t'ai connu, tu étais comme ça. Je ne suis personne pour te changer et tu n'as pas à changer. De toute façon, on ne peut pas changer, une personne qui est ultra introvertie, on va pas en faire un extraverti de fou, c'est pas possible». Donc ça, ça a été, je pense aussi très bienveillant entre nous parce que lui, ça a été pareil. On n'a pas cherché à se changer mutuellement pour rentrer dans la case de la relation qui doit fonctionner. On s'est accepté avec, nos envies, aussi différentes soient-elles et on s'est dit: «OK, ben, voilà, c'est comme ça donc ça marchera pas ensemble mais fais ta vie comme toi tu en as envie» et en tout cas, donc pour revenir à comment je faisais pour rester, ancrée dans ma décision, c'était voilà, quand je me projette dans le futur, je sais que cette vie-là, j'en veux pas et je sais que je suis pas heureuse dans cette vie et donc ça me ramenait à chaque fois à me dire: «OK, tu as pris la bonne décision, que ce soit pour lui comme pour toi, de toute façon, même toi, tu es pas capable de le rendre heureux avec, ce que toi, tu peux lui apporter aujourd'hui. Donc ça sert à rien de commencer à douter de: «Est-ce que tu as pris la bonne décision?» C'est la bonne décision, point. Et ça, cette question-là, j'ai dû au début me la répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour et puis après au bout d'un moment, ça a été un peu moins. Après c'était plus qu'1 fois par jour, après c'était 1 fois tous les 2 jours et en fait ça s'est espacé jusqu'au moment où j'ai eu le déclic dans ma tête, où je me suis dit: «Cette fois, ça y est, je suis sûre d'avoir pris la bonne décision et je sais que je ne vais pas revenir en arrière». Mais ça a pris plusieurs mois. Ça, je m'en suis rendu compte en rentrant je crois que c'était en rentrant de voyage à un moment donné, où, bah, je suis rentrée forcément dans notre, ancien appartement. Il était là, je l'ai vu et cette fois, j'ai pas eu je me suis dit: «C'est cette fois, ça y est. Cette fois, ma décision est prise». Donc ça, déjà, ça a été un premier gros travail à faire qui m'a pris plusieurs mois. Mais quand on vit une rupture amoureuse, il y a pas que cet aspect-là déjà de se dire: «OK,
Est-ce que j'ai pris la bonne décision? La peur d'être seule, on se raccroche peut-être aussi au matériel parce que comme je disais, on avait acheté un appartement, donc il y avait ça qui rentrait en ligne de compte. On a des fois enfin, on a des peurs irrationnelles un petit peu qui remontent et du coup, ben, quand on doute c'est pour ça qu'on doute aussi de se dire: «Est-ce qu'on a pris la bonne décision?» On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve et blablabla, enfin ce genre de trucs. Donc quand on a déjà fait tout ce travail-là, c'est énormissime déjà, mais ça demande une énergie de fou. Enfin vraiment les amis, je vous le dis, moi j'étais épuisée à ce moment-là. Sachant qu'en plus, j'en ai même pas parlé, mais j'étais dans une période où justement niveau business, j'ai, bah, mon business principal qui s'est cassé la gueule. Donc en fait, en gros, je me suis retrouvée, fin d'été dernier où vraiment j'étais démunie de tout. J'avais perdu, bah, j'avais mon business qui s'était cassé la gueule, j'avais ma relation amoureuse qui s'était terminée, je me retrouvais seule. Il fallait que je me trouve un appartement et que je première fois de ma vie que je prenais un appartement toute seule en plus, donc j'étais terrifiée et j'avais tout ça à gérer. Donc en fait, vraiment mon quand je vous disais plus tôt, mon monde s'est écroulé, c'est que réellement, concrètement, en fait, mon monde s'est écroulé. J'avais plus rien à quoi me raccrocher, même pas pas de relation amoureuse, même mon business parce que d'habitude enfin, souvent, en fait, quand on va pas bien dans la vie perso, on a tendance à se raccrocher à son travail et à se plonger dedans. Bah, moi, je pouvais même plus le faire, en fait. Donc, pour vous dire à quel point j'étais dans une détresse extrémissime et que c'était vraiment, c'était vraiment compliqué, quoi. Donc au-delà, en fait, du doute que j'ai pu avoir pendant des mois, que j'ai réussi à me dire: «OK, c'est bon, c'est la bonne décision». Après, en fait, il y a le côté, comme je disais, dans une rupture, il y a plusieurs phases. Donc ça, c'était la première phase. Mais en fait, au-delà de faire le deuil de la relation, il y a la deuxième chose, c'est que ça va réveiller toutes les blessures de l'enfance qui sont en nous. Donc, peur de l'abandon, peur du rejet, peur de la trahison, ce genre de choses. En fait, toutes ces blessures-là, elles vont remonter. Et là, ça, c'est le deuxième round, les amis. Et je peux vous dire que pour moi, je pense que c'est vraiment celui-là qui a été le plus difficile. Et ça a été le plus difficile parce que c'est tout ce que j'ai pas voulu voir les mois précédents. Donc, en fait, quand je vous disais: «J'ai fait l'autruche, j'étais dans la fuite et cetera», c'est cette partie-là, en fait, que j'ai pas eu le courage d'affronter tout de suite. Après, une fois de plus, je me dis: «J'ai fait comme j'ai pu à l'instant T» et à un moment donné, on peut pas non plus tout gérer. Émotionnellement, c'est quand même extrêmement lourd. Donc, moi, en fait, j'ai, déjà dû prendre du temps pour faire vraiment le deuil de ma relation et de me dire: «Voilà, je sais que je suis totalement en phase et OK avec ça». Et une fois que ça a été fait, en fait, bah, j'étais de nouveau en mode robot parce que l'appartement a été vendu. Donc il y a eu toutes les démarches à faire, bah, pour la vente de l'appartement. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous vous doutez bien, le tri des affaires, ce genre de trucs, enfin voilà, même ça, hein, franchement, mais rien que ça, pour moi, c'était super dur de dire: «Bon, ben, voilà, quand on fait le tri de qui prend quoi», mais c'est terrible parce que c'est que des trucs, voilà, on s'est installés ensemble, on a tout acheté ensemble, on avait construit un petit peu notre nid ensemble et juste déjà ce travail-là, pour moi, ça a été, émotionnellement, ça a été lourd. Et après, bah, du coup, forcément, recherche d'un nouvel appartement et il faut savoir que moi, de toute ma vie, je n'avais jamais vécu seule. Jamais de ma vie. Moi, pour vous dire, je suis partie de chez ma mère, j'avais 18 ans, je me suis installée avec mon ex. Je suis restée avec lui pendant plusieurs années. On avait pris un appartement ensemble très rapidement et ensuite, ben, pareil, quand je me suis séparée de cette relation-là, j'ai rencontré du coup, ben, là, mon ex avec qui je me suis séparée l'année dernière et pareil, on s'était installés ensemble assez rapidement et donc j'ai jamais eu cette phase où j'ai eu mon appartement, où j'ai vécu seule. Les phases que j'ai eues de transition entre 2, et ben, je vivais soit chez mes frères et sœurs, soit avec des potes ou enfin, voilà, il y avait toujours quelque chose, mais je n'ai jamais vécu seule de toute ma vie et donc à 35 ans, j'ai pris mon premier appartement toute seule. Donc, sachant que je suis, comme je le disais, une personne qui est assez extravertie, qui a besoin d'interaction sociale dans sa vie ben, pour se sentir bien. Donc comment vous dire que pour moi, ça a été l'une de mes plus grandes peurs. I l je pense vraiment, ça fait partie des plus grandes peurs que j'ai même encore aujourd'hui, la solitude et là, j'ai pas eu le choix, en fait, pour la première fois de ma vie à 35 ans, de faire face à cette peur-là. Je vous laisse imaginer, dans quel état j'étais, mais encore une fois,
j'ai fait les choses en mode robot. C'est que j'ai trouvé mon appartement. Alors en plus déjà trouver un appartement dans la situation dans laquelle j'étais, j'ai envie de vous dire, je vous explique même pas la galère de voilà, on est en France, donc quand on est entrepreneur en France, c'est sympathique. Mais j'ai eu un en fait, les choses, elles se sont quand même bien alignées parce que j'ai trouvé un super appartement, dans lequel je me sens très bien, dans un super quartier sur Strasbourg, enfin rien à dire. Mais donc du coup, il y a eu, de nouveau, ben, le fait de devoir s'installer et cetera. En fait, administrativement, il y avait plein de choses à gérer, logistiquement et cetera. Donc en fait, je me concentrais là-dessus et une fois de plus, je refoulais tout le travail émotionnel que j'aurais dû faire, peut-être plus tôt. Et je mettais un peu ça sous le tapis et je me disais: «On verra plus tard. Là, pour l'instant, ce qui est important, c'est ton installation, c'est de t'installer, de te sentir bien dans ton appartement, de te meubler et cetera», et donc c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai eu mon appartement, j'ai eu les clés début août, 2023, et on a vendu l'ancien appartement, signature chez le notaire, je crois que c'était fin septembre 2023. Et donc moi, en attendant, bah, du coup, je j'ai dû faire des petits travaux, même si je suis en location là aujourd'hui. J'ai dû faire des petits travaux de rafraîchissement parce que comment vous dire? C'était pas ouf ouf, donc du coup, je me suis concentrée sur ça, je me suis construit mon petit nid, j'ai fait mes travaux, je me suis meublée, j'ai tout installé, ça m'a pris un peu de temps, et en fait, une fois que ça a été fait, c'est à ce moment-là, donc ça, c'était on est arrivé au mois de septembre, donc fin septembre, où je me suis assise chez moi, je me suis dit: «Voilà, ça y est, je suis installée chez moi, j'ai mon appartement». Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, en fait? Comme j'avais plus, de charge mentale d'administratif, de logistique, de tout ce genre de choses à gérer, que tout ça c'était réglé, c'était acté, tout était fait, je me suis dit: «Mais maintenant et maintenant, qu'est-ce que je fais, en fait?» Je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement, en n'ayant jamais vécu seule, heu, j'étais perdue. Enfin, vraiment c'est le premier mot qui me vient, j'étais complètement perdue. Je savais pas comment vivre en fait. Enfin, je savais pas comment gérer mes journées, mon temps, comment f enfin, ça peut paraître bête, hein, pour certaines, personnes qui m'écoutent et qui vivent seules depuis des années, mais en tout cas pour moi, ça a été mais un enfer, vraiment, ça a été un enfer. Et c'est à ce moment-là que le travail sur toutes les blessures qui remontent est arrivé. Tout ce que j'ai refoulé, en fait, depuis des mois, sachant qu'on s'était séparés, bah, comme dit, ça fait 1 an, donc c'était en avril 2023. Donc j'ai toutes ces blessures-là qui se sont réveillées à ce moment-là et je pense que vraiment, en fait, le moment où ça a été le plus difficile pour moi dans la rupture, ça a été à ce moment-là. Ça a même pas été sur le moment ou, dans les petits mois qui ont suivi où j'ai eu des doutes et cetera. Ça a été à ce moment-là où vraiment j'ai mon enfant intérieur, en fait, il hurlait. Il hurlait, il se sentait abandonné, il se sentait seul, il était complètement perdu. Enfin, c'était, j'ai du mal même à m'exprimer et à trouver les mots, tant j'ai ressenti une douleur extrême à ce moment-là. Et je vous parlais des phases de deuil, j'ai eu une grosse phase de colère aussi. Où, même si, comme je vous le disais plus tôt, en fait, j'étais OK avec le fait que dans tous les cas, je savais que je ne pouvais pas lui apporter le bonheur qu'il voudrait et cetera. Je pense que là, à ce moment-là, il y a mon ego qui a pris le dessus. Et je pense aussi qu'effectivement, quand on vit une rupture amoureuse, il y a autant une partie, de notre cœur qui est blessée. Donc là, c'est vraiment le cœur qui parle, qui est triste. Il y a la tristesse, le manque de la personne et cetera. Ça, c'est vraiment la blessure du cœur, mais mon ego a été blessé dans le sens où j'avais un discours des fois où j'étais en colère contre lui, sans lui dire, hein, encore une fois, mais c'est moi qui ressentais ça. Je ressentais de la colère de dire: «Mais pourquoi il s'est pas battu pour notre relation?» Alors que moi, j'avais eu le sentiment de me battre, parce que bon, on va pas se mentir, on s'est pas séparés comme ça en claquant des doigts. Ça faisait déjà un petit moment qu'il y avait des complications. Mais j'ai vraiment eu une phase de grosse colère où je me suis dit: «Mais, je lui en ai beaucoup voulu de pas s'être battu plus que ça pour notre relation», et et ça, je pense que c'est vraiment mon ego c'est même pas je pense, c'est sûr. C'est mon ego qui a pris le dessus et ça a été difficile pour moi de faire la part des choses entre, l'ego justement qui prend le dessus et le cœur. Et c'est là, du coup, que j'ai vraiment commencé ce travail d'introspection, de me dire: «OK, en fait, là, qu'est-ce que cette rupture, elle réveille chez moi?»
C'est là que j'ai commencé à me concentrer sur les blessures que ça réveillait chez moi, pourquoi je me sentais dans cet état, de tristesse profonde. J'étais convaincue de la décision et je savais que je voulais pas revenir en arrière. J'étais convaincue que c'était la bonne décision et pourtant, je me sentais encore plus mal qu'au début de où cette décision a été prise et je comprenais pas vraiment pourquoi. Donc après, je vais pas vous cacher que j'ai été suivie par une psy, hein, à ce moment-là parce que j'étais tellement mal que j'ai pas réussi à m'en sortir toute seule. Donc ça, par contre, c'est pareil, vraiment, si j'ai une chose à dire, dans ces situations-là, n'ayez pas honte de vous faire aider. Honnêtement, moi, c'est ce qui m'a, c'est une des choses qui m'a vraiment sauvée, c'est que j'ai eu le courage de me dire: «OK, je vais me faire aider, j'ai besoin d'aide à ce moment-là et je vais me faire suivre par une psy» et franchement, honnêtement, heureusement que je l'ai fait parce que sinon, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand j'ai eu cette phase, où, bah, il y a toutes mes blessures de l'enfance, mon enfant intérieur qui hurlait et cetera, j'en suis arrivée à un stade où, ça, il y a peu de personnes qui le savent et c'est assez, difficile pour moi de le partager, mais je vais le faire. J'ai une semaine, en fait, j'ai eu 5 jours où je suis restée dans mon lit, donc dans mon appartement, j'avais pas fini totalement d'emménager, j'avais encore des cartons à déballer, des trucs comme ça et je le faisais même pas parce que, j'avais pas la force. J'avais plus le courage, j'étais démunie de tout et je suis restée dans mon lit comme ça pendant 5 jours sans manger, sans me laver. Les seuls moments où je me levais, ben, franchement, c'était pour aller aux toilettes et c'est tout et là, je me suis complètement laissée dépérir, j'ai eu des idées noires. C'est très, très dur pour moi de vous partager ça. Là, je suis un peu, dans l'émotion, mais c'est OK, en fait, maintenant, je me dis, «Il fallait que je passe par là», en fait. Je sais que, c'est arrivé pour moi, c'est arrivé à 35 ans, mais dans tous les cas, il fallait, à un moment donné dans ma vie, que j'ai une étape qui m'oblige à affronter mes démons, à affronter ma part d'ombre, parce que j'avais jamais eu l'occasion de le faire, en tout cas pas à ce point-là. J'avais déjà eu l'occasion de le faire, mais pas autant et là, en fait, c'est un peu comme si je m'étais retrouvée dans les enfers en mode: «OK, OK les gars, ça y est, là, on y est. OK, here we go, maintenant qu'est-ce qu'on fait?» et en fait, honnêtement, j'ai vraiment, eu cette phase-là pendant ces 5 jours-là. Ça a été les 5 jours, vraiment les plus noirs, de ma vie, je pense, où j'avais plus le goût à rien. J'avais envie de rien. J'avais en fait, je me sentais seule, mais j'avais envie de voir personne. Même quand je voyais des gens, je me sentais seule. Je me sentais pas entendue. Pourtant mes amis étaient là pour moi, mais j'avais vraiment l'impression de pas être comprise. Moi-même, je me comprenais pas parce que je me disais: «Ah, comment c'est possible de tellement souffrir et de se mettre dans des états pareils suite à une rupture amoureuse?» En fait, je me disais: «C'est pas normal. C'est pas normal de me sentir aussi mal» et vraiment pendant ces 5 jours, j'ai eu des idées noires où je me suis dit, juste, «En fait, c'est tellement dur que je voudrais juste que ça s'arrête, en fait». Je voudrais juste que là, maintenant, si je pouvais réaliser une chose, ça aurait même pas été de dire, «Oui, j'aimerais, réussir à me sentir bien» ou quoi. Non, en fait, ma mon seul souhait à ce moment-là, c'était de me dire: «Je veux juste que tout s'arrête. C'est trop dur, à quoi bon? J'ai plus envie de me battre, j'ai plus la force. Ça serait tellement plus simple si tout s'arrêtait là maintenant» et voilà à quel point je suis tombée bas et c'est dur de vous dire tout ça, punaise, mais d'un côté, je pense que c'est un petit peu une forme de thérapie pour moi aussi, de l'extérioriser et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a le 5e jour, je me souviens encore, c'était un vendredi, j'étais toujours au fond de mon lit et là, je me suis dit: «J'ai 2 options, c'est soit je me fous en l'air, soit je demande de l'aide» et demander de l'aide, en fait, ça a été, difficile pour moi parce que déjà par exemple, j'ai mes frères et sœurs dont je suis très, très, très proche, qui ont toujours été là pour moi et qui ont d'ailleurs été beaucoup là pour moi dans cette rupture-là. Mais à ce moment-là, en fait, j'étais tellement mal que je me disais: «Je peux pas leur infliger ça» et donc je leur en ai pas parlé.
Si d'ailleurs ils m'écoutent, ben, écoutez, voilà, maintenant vous de toute façon ils savent, ils voient bien, ils savent, par quelle étape je suis passée, mais là, en fait, à ce moment-là, j'ai pas voulu je sais que voir un proche en souffrance comme ça, c'est pas évident et j'ai pas voulu leur infliger ça. Donc c'est peut-être une erreur que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai pas voulu le faire et en fait, mon réflexe, ça a été d'envoyer un message à l'une de mes meilleures amies et je lui ai juste écrit, «Écoute, là, ça va pas du tout, j'ai besoin d'aide». Elle m'a dit: «N'en dis pas plus, j'enfile mes baskets, j'arrive dans 10 minutes». Effectivement, 10 minutes après, elle était là et là, je me suis effondrée en pleurs, dans ses bras et j'étais vraiment dans un état, mais quand j'y repense, enfin, ça me fait presque sourire maintenant, mais une loque, je puais parce que je m'étais pas lavée depuis 5 jours, j'étais dégueulasse, j'étais en train d'écouter de la musique triste en plus, enfin, franchement, je faisais rien pour m'aider et j'étais juste là en mode, je suis complètement démunie, perdue, j'ai besoin de ton aide, en fait, j'ai besoin que quelqu'un me sauve, je sais pas, mais et du coup, elle a été là et honnêtement, ce jour-là, elle m'a sauvée. Franchement, je pense qu'elle m'a sauvée parce que vraiment j'étais dans un état c'était déplorable et je me souviens, en plus, on est allé voir un match de rugby chez son frère, ce soir-là et déjà, ça a été compliqué de me sortir de chez moi, mais je me suis dit: «Là, j'ai pas le choix, il faut que je me mette un coup de pied au cul parce que sinon je vais dépérir». Et donc je suis allée voir ce match de rugby chez son frère, on a passé une bonne soirée, j'ai même réussi à rire ce soir-là, ça m'a fait beaucoup de bien et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit: «Là, il faut que tu te bouges le cul et que tu travailles, voilà, que tu travailles sur tes blessures». Donc en fait, c'est pour ça que je vous partage tout ça, c'est que si j'ai un conseil à donner aux personnes qui vivent une période noire comme ça, c'est, ne fuyez pas, en fait. Parce que, moi je pense que c'est le fait d'avoir été dans la fuite. D'un côté, ça m'a aidé au début parce que je sais que j'avais pas les armes au départ pour combattre ça et donc si cette phase, elle est venue un petit peu plus tard, quelques mois après, c'est que j'étais prête en soi à l'affronter et que je l'étais pas avant. Donc vraiment mon conseil, c'est juste, de ne fuyez pas. Quand vous avez une phase comme ça, affrontez-la. Vraiment, mais affrontez-la, accueillez-la. C'est peut-être dur, à entendre ce que je suis en train de dire, mais accueillez-la. Analysez les émotions que vous ressentez, aussi négatives soient-elles et réfléchissez vraiment à qu'est-ce que ça réveille chez vous? Qu'est-ce que ça provoque en vous? Quelle blessure ça réveille? Et c'est comme ça que vous allez savoir justement, ben, comment traverser vraiment cette épreuve-là. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là, dans tous les cas, ça va vous revenir à la gueule. Mais clairement, je suis honnête, fois 100 000 plus tard. Ça, c'est sûr et certain et moi, je sais que si j'en suis tombée à ce stade-là, c'est parce que ça faisait déjà des années avec peut-être des ruptures précédentes aussi où j'ai pas fait ce travail-là, ou d'autres schémas de ma vie où j'ai voulu être aveugle et j'ai voulu mettre la poussière sous le tapis et du coup, en fait, ben, dans tous les cas, l'univers n'oublie pas. L'univers n'oublie pas et quand vous mettez des trucs comme ça sous le tapis, vous, vous pensez que c'est bon, que c'est acté, que vous êtes passé à autre chose, que vous avez avancé, mais l'univers n'oublie pas et il vous remettra de toute façon ces épreuves-là dans la gueule à un moment donné. Ça, c'est sûr et certain et ce qui a fait que je suis tombée aussi bas, c'est que moi, j'ai mis la poussière sous le tapis pendant trop longtemps. Même si j'avais déjà fait un travail sur moi précédemment, il y a énormément de choses que j'avais pas travaillées et du coup, ben, la vie a fait que, bah, c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit: «OK, maintenant tu es prête, tu as les armes, maintenant tu y vas» et donc c'est ce que j'ai fait, en fait, j'ai mis mon habit de guerrier et je me suis battue contre moi-même parce que c'est clairement la bataille contre soi, hein et c'est comme ça que j'ai avancé et du coup, ça m'a obligée à travailler aussi sur ma peur de la solitude parce que pour moi, c'est une peur qui est, extrêmement forte, et que j'ai toujours aujourd'hui. Ça, je vais pas vous le cacher, mais j'ai énormément avancé à ce niveau-là et ça, j'en suis très, très fière parce que sincèrement, je pensais pas que ça serait possible. Vraiment, moi, quand j'ai eu mon appartement, sur le coup, ça a été mais l'une des choses les plus terrifiantes pour moi et heu et je faisais en sorte, en fait, de tout le temps occuper mon temps. Je ne n'étais jamais seule, en fait, je ne restais jamais chez moi. Je m'arrangeais toujours pour sortir, pour voir des amis, pour voir quelqu'un. Je trouvais toujours quelque chose à faire, quelqu'un à rencontrer et cetera pour pouvoir, ben, ne pas être seule. Et donc, bah, en fait, mon appartement, c'était un peu un
Bah, c'est là que j'avais mes affaires, quoi, mais en gros, je ne restais jamais chez moi, c'était très rare et j'en étais incapable au départ, hein, sincèrement et en fait, avec le temps, ça m'a pris plusieurs mois, donc ça fait quand même, maintenant plusieurs mois que je suis installée seule. Je commence seulement maintenant à apprécier mes moments seuls. Pour vous dire, maintenant, j'en suis à une phase où j'aurais jamais cru vous dire ça un jour, mais où j'en suis arrivée à refuser des sorties parce que j'avais pas envie, parce que j'avais envie de me dater toute seule et de rester chez moi toute seule, de me faire un petit plateau télé avec ma petite série Netflix et de rester tranquille. Et ça, je vous jure que jamais de la vie, j'aurais pensé en arriver là. Mais en fait, comment j'y suis arrivée, c'est que je me suis laissé le temps. Et ça, j'en parlais à ma psy, pendant un moment où je lui disais: «Mais en fait, il faut que je fasse ce travail, il faut que j'affronte la solitude, pour l'accepter et cetera» et ça, elle me disait: «Mais qui a dit ça? Qui a dit qu'il fallait affronter, la peur d'être seule par la solitude?» Pour une personne introvertie, oui. Une personne qui est introvertie, elle va se recharger, émotionnellement en étant toute seule. Donc là, c'est totalement OK. Mais sauf que moi, c'est pas mon cas. Donc moi, je ne me recharge pas forcément en étant toute seule. Ça maintenant, oui, ça commence à arriver. J'ai des moments où j'ai besoin d'être seule et que ça me fait beaucoup de bien. Mais de base, moi, je me recharge en créant des liens sociaux avec les gens, en ayant des interactions sociales. Et donc elle me disait: «Mais en fait, si tu ressens le besoin d'avoir des interactions sociales pour te sentir mieux, fais-le. Arrête de rentrer dans des schémas préétablis où on dit que pour affronter la solitude, il faut apprendre à être seul et cetera». Bah, ça dépend des gens. Donc ça, je voudrais aussi déculpabiliser des gens, qui m'écoutent et qui ont peut-être peur d'être seuls. Je pense que je pourrais en faire un épisode entier de podcast, ça, de la peur de la solitude. Mais vraiment, gérez le truc comme vous le sentez et n'écoutez pas autour de vous, les personnes qui vous disent comment faire. Ça, il y a que vous il y a que vous qui avez la réponse en vous, de savoir comment, faire pour, bah, guérir vos blessures, en fait, tout simplement. Moi, pour être, totalement honnête et transparente avec vous, comme je le suis depuis le début de cet épisode, hein, une des choses qui m'a aidée personnellement, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, m'a aidée dans ma reconstruction, c'est de m'inscrire sur, des applis de rencontres. Voilà, aussi bête que ça puisse paraître, je disais toujours: «Moi vivante, jamais de la vie vous me verrez sur des applis, c'est hors de question, rencontrer des inconnus et cetera, j'en suis incapable et tout». Et en fait, moi, en tout cas, dans ma reconstruction, ça a été une des choses qui m'a le plus aidée parce que du coup ça m'a permis déjà, bah, d'avoir des interactions sociales dont j'avais besoin, de faire connaissance avec des nouvelles personnes, donc ça m'a fait beaucoup de bien aussi de sortir un peu du cercle connu que j'avais, dans cette phase noire, de rencontrer des personnes qui ne me connaissaient pas, qui étaient complètement extérieures à la situation et cetera et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et au-delà de ça, moi, j'avais une grosse croyance limitante qui pensait que j'allais finir seule parce que j'étais incapable de plaire à qui que ce soit, voilà. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte aussi quand on a une rupture amoureuse, donc les personnes qui m'écoutent et qui pensent ça, vraiment, je vous comprends, mais je vous assure que vous vous trompez. Et en fait, ça a clairement reboosté mon ego dans le sens où, ben, je me suis rendu compte que oui, je pouvais quand même plaire. Hem, oui, ça a flatté mon ego et franchement, ça fait pas de mal non plus parce qu'on dit toujours: «L'ego», c'est pas quelque chose de mauvais d'avoir de l'ego. C'est quelque chose qui est là pour nous protéger. Donc là, du coup, le fait de rebooster un peu mon ego et ma confiance en moi à ce niveau-là, ça m'a fait beaucoup de bien aussi psychologiquement. Ça a réaugmenté ma confiance en moi. Qui dit augmenter ma confiance en moi, ben, ça m'a, permis de me dire: «OK, ben, si j'ai plus confiance en moi, je peux aussi me faire confiance pour m'aider moi-même à me reconstruire». Et donc ça a été un petit peu un effet domino comme ça qui a fait que, ben, voilà, j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai passé beaucoup de temps aussi avec mes amis, j'ai reconnecté avec des amis, chose que j'avais peut-être moins fait, quand j'étais en relation. Enfin, j'ai fait tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là et donc moi, mon besoin, c'était d'avoir beaucoup d'interactions sociales et ça m'a permis de sortir de mon trou, de ma grotte, et petit à petit, j'ai avancé comme ça. Et aujourd'hui, ben, écoutez, pour conclure, parce que là, cet épisode, ouais, il va être vraiment très long, mais sincèrement, vous dire comment je me sens aujourd'hui, est-ce que je suis heureuse à 100%? Sincèrement, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas
je me sens bien. Sincèrement, je me sens bien et je suis heureuse de pouvoir le dire aujourd'hui parce que sincèrement, je pensais pas que ça serait, je pensais pas le redire un jour. Mais aujourd'hui, je me sens bien, j'aime, vivre, seule. C'est fou de dire ça pour moi, mais j'aime vivre seule, à tel point que là, tout de suite, sincèrement, je me verrais pas, revivre avec quelqu'un. Parce que maintenant, j'ai repris mes habitudes. Comme je vous le disais, en fait, le travail aussi, qui est le plus difficile, c'est que quand on a une rupture, c'est qu'on avait des habitudes aussi du quotidien avec la personne avec laquelle on partage sa vie. Et de réapprendre à créer des nouvelles habitudes seul, c'est un gros travail aussi. Et ça demande du temps. Donc vraiment, laissez-vous le temps, en fait, d'explorer toutes ces phases-là. Écoutez-vous, faites des choses. Tester des choses. Tester des choses, en fait, moi, je sais que j'ai testé des choses pour savoir parce qu'en fait, j'ai dû me reconnecter aussi à savoir, ben, qu'est-ce que j'aime, en fait? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire quand je suis pas en couple, en fait? Donc OK, il y a sortir, il y a tout ça, mais quand je suis chez moi, qu'est-ce que j'aime faire? J'avais pas forcément envie de faire des choses qui me ramenaient à ma relation de couple précédente en mode, bah, je sais pas, enfin, si maintenant votre habitude, c'est de regarder un film Netflix, tous les soirs avec votre chéri et que, ben, du coup, quand vous êtes seul, vous vous mettez devant Netflix et ça vous ramène à cette situation-là, ben, est-ce que c'est judicieux de garder cette même activité? Oui ou non? Ça, c'est à vous de le savoir, mais si ça vous fait du mal, bah, trouvez une autre activité. Moi, je sais que, j'aime bien faire du piano, par exemple. Je me suis remise au piano. Il y a des soirs, je me posais, je faisais du piano. J'ai beaucoup écrit, j'ai écouté des podcasts, j'ai fait plein de choses, ouais, j'ai fait du journaling, j'ai fait du dessin. Je faisais des activités un peu créatives comme ça pour me vider la tête et ça m'a fait du bien aussi et quand j'avais pas envie d'être seule et ben, je n'étais pas seule. J'ai rencontré des personnes, je sortais, enfin et c'est ce que je continue, je parle au passé, mais c'est ce que je continue à faire, hein. Je m'écoute, en fait, c'est je m'écoute, aujourd'hui, bah, quand j'ai pas envie d'être seule, je fais en sorte, de sortir, de m'occuper et de voir du monde et quand je sens que, bah, c'est OK et que je me sens bien, que j'ai envie de passer un petit moment avec moi-même et ben, je reste chez moi et aujourd'hui, je le vis très bien donc voilà. Donc c'est là-dessus, je pense que je vais conclure mais en tout cas, sachez que dans tous les cas, même si vous vous sentez incompris et que vous ne vous sentez pas entendu, vous n'êtes pas seul, mais réellement et je suis la preuve vivante qu'on peut revenir de tout, même des phases les plus noires, de sa vie, c'est possible. Mais juste laissez-vous le temps et connectez-vous à ce qui se passe à l'intérieur de vous, vraiment. Analysez un petit peu, quand vous vous sentez mal, en fait, qu'est-ce que ça réveille vraiment chez vous, en fait? Quelle blessure est réveillée chez vous? Et il y a que comme ça que vous allez savoir, en fait, ce qu'il faut vous apporter, à ce moment-là pour avancer et vraiment j'ai vraiment envie de faire passer un message d'espoir parce que je sais qu'une rupture amoureuse comme ça peut paraître anodin, mais on s'imagine même pas en fait, pour moi en tout cas, je pense que c'est l'une des épreuves les plus difficiles qu'on peut rencontrer dans la vie parce que ça réveille tellement de blessures, tellement de schémas inconscients, au-delà de la rupture en elle-même que, ça demande vraiment un énorme travail d'introspection et aujourd'hui, moi, en fait, ce que j'ai envie de partager, c'est que je suis heureuse d'avoir vécu ça. Enfin, c'est peut-être con, mais je suis heureuse de l'avoir vécu parce que sans cette rupture-là, j'aurais pas fait ce travail de l'ombre que j'avais repoussé depuis des années et aujourd'hui, je l'ai fait et ça me permet de, vraiment me sentir bien, de me sentir alignée avec qui je suis, avec mes valeurs et surtout de savoir maintenant réellement ce que je veux dans la vie. Ça me permet vraiment de grandir encore plus, émotionnellement et spirituellement. Et si c'était à refaire, franchement, je pense que je changerais rien. Donc voilà. Donc si ça peut donner de l'espoir à certains qui m'écoutent aujourd'hui, hem, bah, écoutez, j'en serais contente. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que cet épisode vous aura plu et en tout cas vous aura aidé à travailler sur vous et à réfléchir sur ces points-là. Comme toujours, bah, écoutez, je serai toujours, ravie d'échanger avec vous, par message privé ou peu importe, si vous en ressentez le besoin et cetera et ça a été l'un des podcasts quand même les plus difficiles à tourner pour moi, je pense, mais en tout cas, franchement, je me sens bien là, ça me fait du bien de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous et hem et vraiment, ben, encore merci pour votre écoute. Pensez à bien noter, ce podcast, ça peut vraiment m'aider. Pensez aussi à le partager autour de vous, parce que je pense que ça peut aider aussi pas mal de monde.
Donc si ces épisodes de podcast vous aident, ben, pensez aussi à le partager autour de vous et à partager à un maximum de personnes qui en auraient besoin et puis voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.